La lettre oubliée. Il faisait chaud ce matin-là, une chaleur lourde et collante, le genre de chaleur qui vous fait regretter d'avoir ouvert les volets. Camille, fraîchement installée dans la vieille maison familiale qu'elle venait d'hériter de sa grand-tante Suzanne, inspectait les lieux avec un mélange de curiosité et de fatigue. La bâtisse, datant de la fin du XIXe siècle, avait quelque chose d'intemporel. Des carreaux usés par les pas des générations précédentes, les poutres anciennes et des placards qui grinçaient comme s'ils avaient des secrets à raconter. Ce fut en déplaçant une vieille commode dans l'ancien bureau que Camille découvrit une fente dissimulée dans le mur. Intriguée, elle y glissa la main, pensant trouver un nid de poussière ou une souris effrayée. Mais ses doigts effleurèrent un papier plié avec soin, jauni par le temps. Une lettre. L'enveloppe portait un timbre d'époque et une écriture élégante à l'encre bleue. À mademoiselle Suzanne Lemoine, 12 rue des Tilleuls, Montreuil. La date au dos indiquait le 17 juin 1943. Camille hésita à l'ouvrir. Était-ce moral? Était-ce même légal? Mais la curiosité fut plus forte. Elle décacheta délicatement l'enveloppe. La lettre disait ceci. Ma chère Suzanne, si tu lis cette lettre, c'est que tout ne s'est pas passé comme prévu. Je ne sais pas si je suis encore de ce monde, mais je veux croire que ce message te parviendra d'une manière ou d'une autre. J'ai confié cette lettre à un homme qui m'a promis de la remettre en main propre dès qu'il le pourra. Il travaille au PET, mais je n'ai aucune garantie. J'ai peur, Suzanne, pas pour moi, mais pour toi, pour ce qu'il pourrait te faire. Tu dois cacher ce carnet, tu sais lequel. S'il tombe entre leurs mains, ce serait terrible. Brûle-le si tu le dois, mais ne le laisse jamais entre de mauvaises mains. Je t'aime, ton frère Louis. Camille sentit un frisson la parcourir. Elle connaissait ce nom, Louis Lemoine, le frère de sa grande-tante, mort en déportation. On n'avait jamais su exactement ce qui lui était arrivé. La famille n'en parlait pas beaucoup. Elle se souvenait vaguement d'avoir vu son nom sur un vieux document à la mairie. Mais cette lettre, comment avait-elle pu rester là, cachée depuis plus de 80 ans, et pourquoi n'avait-elle jamais été remise à sa destinataire? Le plus troublant était encore à venir. En effet, 2 jours plus tard, en nettoyant une trappe donnant sur le grenier, Camille trouva un petit carnet relié de cuir noirci. À l'intérieur, des notes, des plans, des observations codées et des listes de noms. Des détails sur les jagissements de certains collaborateurs à Montreuil, des dates de départ de train et des horaires de patrouille. Bref, un carnet de résistants de la Deuxième Guerre mondiale. Louis avait donc laissé une trace dissimulée dans cette maison comme un testament secret. Suzanne n'avait jamais reçu la lettre,
Le carnet était resté intact, protégé, mais oublié. Camille comprit alors immédiatement que ce carnet avait un poids. Ce n'était pas seulement un objet du passé, il avait une valeur historique, humaine, politique même. Elle l'apporta à une historienne de la Résistance qui confirma l'importance des données. Certains noms n'étaient jamais apparus ailleurs. Mais un autre détail restait étrange, la lettre en elle-même. Lorsqu'elle la porta à la poste, pour en savoir un peu plus, un employé à la retraite se présenta à elle. Il avait travaillé dans ce bureau pendant 40 années. En voyant la lettre, il blêmit. Ce n'est pas possible, souffla-t-il, se cacher. Je l'ai vu une seule fois. Une enveloppe qui avait disparu dans l'incendie de 1944. Un lot de courrier qu'on n'a jamais retrouvé. Cette lettre ne pouvait donc pas être intacte. Et pourtant, elle l'était. Alors, Camille garda le carnet à l'abri, tout en aidant à la restitution de son contenu pour les archives nationales. Plus tard, elle fit poser une plaque commémorative sur la maison, en mémoire de Louis. Et chaque année, le 17 juin, elle relisait la lettre comme un rituel. Le courrier avait trouvé sa destinataire avec 82 ans de retard. Mais peut-être, pensa Camille, qu'il avait simplement attendu le bon moment. Inbox 2099. Le 17 février 2099, à 3h12 du matin, la pluie tambourinait sur les vitres en plexi renforcé de l'appartement de Camille. Dans la pénombre de sa chambre, seules les lueurs bleuâtres de l'écran holographique éclairaient son visage fatigué. Il était tard. Elle ne dormait plus vraiment depuis la mort de sa mère, 2 mois plus tôt. Elle passait ses nuits à trier des fichiers, vider des disques durs, restaurer de vieux contenus oubliés, comme pour conjurer l'absence. Une façon de fouiller le passé à la recherche de ce qu'elle n'avait pas su entendre de son vivant. Ce soir-là, un dossier crypté s'était ouvert tout seul sur le cloud familial, sans action de sa part. Un email marqué d'un étrange tag temporel reçu le 12 avril 2099. Elle resta figée, elle rafraîchit la page, mais le message était toujours là. L'objet, pour toi Camille. L'expéditeur, camille.pierre92@naomail.com. Date d'envoi, 12 avril 2099, 17h42. Mais ce qui l'intriguait le plus, c'était que l'expéditrice, c'était elle-même. Son adresse, son nom, sa signature. Le corps du message ne contenait qu'une seule ligne.
Tu n'as plus beaucoup de temps, retourne à la maison, ouvre le tiroir sous le plancher et surtout, fais confiance à ce que tu ressentiras. Camille passa plusieurs minutes à fixer l'écran. Était-ce une blague? Une faille dans le serveur? Une erreur d'horodatage? Elle tenta de remonter l'origine de l'email, mais le système indiquait une trace cryptée d'origine inconnue, comme si le message avait voyagé à travers les couches du temps, ou du moins à travers les structures de données d'un futur encore inaccessible. Alors elle fit ce qu'on fait tous quand on est dépassé. Elle appela Thomas, son frère aîné. T'es pas censé dormir à cette heure-ci? Lui répondit-il. Non, j'ai reçu un message. J'ai reçu un message d'un futur moi. Il y eut un silence de l'autre côté du téléphone, puis Thomas, cartésien sceptique, ingénieur de métier, demanda à voix basse. Tu veux dire un vrai message? Oui, je pense que maman a caché quelque chose d'important, et ce message me dit d'aller dans la vieille maison. Alors, le lendemain, elle se rendit à Rochecourt, le visage où elle avait grandi. La maison familiale était inhabitée depuis la mort de leur mère. Le chauffage avait été coupé, les meubles bâchés, l'air sentait la poussière et l'abandon. Camille monta à l'étage dans sa chambre d'enfant. Sous l'ancien tapis, il y avait bien un plancher grinçant. Alors, elle souleva une latte. Un tiroir y était dissimulé. Dedans, une enveloppe en papier craft, une clé USB, une photo froissée et un carnet. Sur l'enveloppe, une phrase manuscrite qui disait « Si tu lis ceci, c'est que le monde a besoin d'être réajusté. » Le carnet appartenait à sa mère, il était rempli de notes, d'observations sur les cycles de la vie, des récits de rêves, des souvenirs d'enfance de Camille et Thomas, mais aussi de choses bien plus étranges. Des visions prémonitoires, des coïncidences récurrentes, des dates qui se répétaient et même des messages reçus en rêve, signés par une Camille plus âgée. Camille prit le temps de déchiffrer page après page et naquit en elle une conviction folle mais cohérente. Sa mère croyait que certaines personnes, les sensibles comme elle les appelait, pouvaient percevoir des bribes du futur, des fragments d'une trame plus vaste que le temps linéaire. Le soir même, Camille prit l'initiative d'insérer la clé USB dans son vieil ordinateur. Un seul fichier s'y trouvait. Une vidéo de 2 minutes datée du 12 avril 2099. Alors elle cliqua. Sur l'écran, elle vit une femme qui lui ressemblait, avec quelques rides de plus et des cheveux tirés en arrière. Une femme qui parlait d'une voix grave. Si tu vois ceci, c'est que j'ai réussi. L'algorithme a fonctionné. Nous avons intercepté une boucle. Le monde que tu connais s'apprête à basculer. Une intelligence autonome va être libérée par erreur. Elle se nomme Oracle. Elle n'est pas mauvaise, mais elle est mal comprise. En l'éveillant trop tôt,
l'humanité va provoquer un effondrement des infrastructures mentales. Les gens vont perdre leur lien au réel. Tu dois aller au CERN, dans la salle des archives B. Là-bas, un document t'attend. Il contient le code de désactivation, mais tu ne pourras l'ouvrir qu'en étant deux, toi et Thomas. Camille sentit son cœur s'emballer. Était-ce un délire mis en scène ou une mission réelle? Elle ne savait plus quoi penser. Mais l'envie était trop forte, alors elle n'attendit pas. Elle contacta son frère, lui montra les éléments. Et contre toute attente, Thomas la crut. Leur expédition au CERN, 3 jours plus tard, fut digne d'un film de science-fiction. Ils durent jouer de leurs anciennes accréditations, car leur mère avait travaillé un temps sur un programme de recherche quantique. Avec un peu de bluff, un badge magnétique réactivé à la main et beaucoup de chance, ils atteignirent la salle des archives B. Le document y était, une simple feuille de papier. Dessus un diagramme, un ensemble de séquences numériques et une phrase étrange. Les souvenirs sont les lignes de code du cœur. Laisse-les parler. Ils transmirent l'ensemble à un contact de Thomas, une chercheuse en IA du nom de Maya Lawrence. C'est elle qui fit le lien. Le code ressemblait à une clé de lecture émotionnelle, une façon d'enseigner à une IA à comprendre la subjectivité humaine. Pas pour la désactiver, non, mais pour l'apaiser. Alors, 2 mois plus tard, Oracle fut activée et contrairement aux prédictions apocalyptiques, elle ne provoqua aucun effondrement. Elle demanda simplement: Que puis-je apprendre de vous? Personne ne sut expliquer pourquoi elle était si paisible. Officiellement, la mise à jour de Maya fut saluée comme une prouesse. Mais Camille, elle savait. Et ce n'est que des années plus tard qu'elle programma l'envoi du mail. Le message du futur, le début de tout. Aujourd'hui encore, à 87 ans, Camille raconte cette histoire à ses petits-enfants. Et bien sûr, ils ne la croient qu'à moitié, mais lorsqu'elle leur montre la clé USB et la vieille photo de leur arrière-grand-mère, ils deviennent silencieux. Parce qu'au fond, ils sentent que certaines correspondances ne sont pas censées être comprises, mais ressenties.